Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des crypto-monnaies, ces monnaies numériques qui ont la particularité de fonctionner sur un protocole décentralisé qu'on appelle la blockchain et qui promet à ses utilisateurs l'affranchissement total du système mais des monnaies fiduciaires, dollars, euros, yens, livres sterling, produites et contrôlées par les banques centrales. Pour parler plus simplement, cette nouvelle classe d'actifs vous promet une débancarisation totale et une protection de votre épargne en cas de crise systémique. Ce que nous allons tenter de comprendre et surtout de questionner dans ce podcast, c'est la véracité de ce que nous promettent les crypto-monnaies. Sont-elles vraiment débancarisées? Sont-elles vraiment décentralisées? Permettent-elles vraiment de rester anonymes? Et surtout, si vous restez jusqu'à la fin de ce podcast, je vous révélerai la finalité et le but ultime des crypto-monnaies au travers du projet de monnaie numérique que la Banque d'Angleterre est en train de mettre au point. Projet au travers duquel vous comprendrez pourquoi les États sont aussi laxistes et permissifs envers les crypto-monnaies qui sont censées représenter un danger de mort pour les monnaies nationales traditionnelles. Et c'est bien la première question que je me suis posée, pourquoi les États, et notamment les États-Unis d'Amérique, sont aussi permissifs vis-à-vis des crypto-monnaies. Lorsqu'on connaît l'histoire de l'Amérique, lorsqu'on connaît l'histoire monétaire et financière des États-Unis d'Amérique, on peut observer que tout ce qui a menacé le dollar à un moment ou à un autre a été détruit. Et ça commence dès 1933 avec le président Roosevelt qui a interdit aux Américains la possession d'or. Si vous avez une pièce d'or chez vous, si vous avez un lingot d'or, vous êtes susceptible de faire de la prison, vous êtes susceptible d'être puni par la loi, car la possession d'or était interdite aux États-Unis à partir du 5 avril 1933, c'est ce qu'on a appelé l'ordre exécutif 6102. Et la raison pour laquelle Roosevelt a interdit la possession d'or, c'est que, dans un premier lieu, les Américains se sont mis à stocker de l'or de façon importante après la crise de 29 et la crise de confiance vis-à-vis de la bourse et vis-à-vis du dollar. Et le collatéral de cette frénésie des Américains pour l'achat d'or est qu'il n'y avait plus suffisamment d'or pour produire du dollar. À l'époque, le dollar fonctionnait encore sur l'étalon or, et donc pour chaque dollar créé, il fallait la quantité d'or équivalente disponible dans les coffres. Et la pénurie d'or à cette époque a fait que l'Amérique ne pouvait plus créer de nouveaux dollars et ne pouvait plus accompagner la reprise économique après la crise de 29. Roosevelt a donc saisi l'or des Américains pour pouvoir imprimer des dollars. Et c'est un peu le problème de l'étalon or, et là j'ouvre une petite parenthèse, on entend beaucoup d'économistes dire il faut revenir à l'étalon or, il n'y a que ça qui fonctionne. Le problème de l'étalon or, c'est que lorsque l'économie prospère, lorsque l'économie est en expansion, il est difficile de trouver la quantité d'or nécessaire pour accompagner cette croissance ou pour accompagner cette expansion monétaire. Et donc, on fait quoi ? On arrête de créer de la monnaie, l'économie se contracte et, dans un extrême possible, s'effondre. Et la raison de la décorrélation de la monnaie, des monnaies fiduciaires et de l'or, c'est qu'on a connu une telle période de croissance, de prospérité et de richesse en Occident que l'or disponible n'était plus suffisant pour refléter le volume de la richesse créée. Pour faire simple, on est devenu trop riche et il n'y a pas suffisamment d'or pour pouvoir refléter notre richesse collective. Et finalement, c'est du bon sens, c'est pas de la conspiration, c'est pas un coup des banques. J'entends beaucoup d'économistes parler ou fantasmer plutôt l'époque où la monnaie était corrélée à l'or ou plutôt indexée sur l'or. Et je suis assez surpris quand j'entends ça parce qu'un économiste est censé être un minimum éduqué financièrement. Et le problème, si on revient à l'étalon or, admettons, demain matin, on revient tous à l'étalon or, je vous garantis que le mois prochain, on ne pourra pas payer les salaires. Il n'y aura pas suffisamment d'or par rapport à la monnaie, par rapport au volume d'argent qu'on a besoin de créer. Ça pose un réel problème systémique et voilà la raison pour laquelle on est sorti de l'étalon or. Il n'y a pas suffisamment d'or pour accompagner notre croissance. L'étalon or fonctionne dans une économie stagnante
ou dans une économie en décroissance, c'est-à-dire que c'est une économie où on détruit de la monnaie, ou bien une économie où la quantité de monnaie est assez stable et donc on n'a pas besoin systématiquement d'aller miner de l'or, d'aller chercher de l'or pour accompagner la création monétaire. Mais dans des économies en croissance et dans un monde en croissance, l'étalon or ne fonctionne pas. On a pu aussi remarquer que l'Amérique partait en guerre contre tous les pays qui menaçaient le dollar. On a vu ça avec Saddam Hussein et l'Irak, qui avait proposé de vendre son pétrole contre des euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le pétrole ne se vend essentiellement qu'en dollars, ou du moins dans 92 ou 93% des cas, le pétrole ou les transactions pétrolières dans le monde ne se font qu'en dollars. Et on connaît tous le sort de Saddam Hussein après cette tentative. On connaît aussi le cas de Kadhafi qui avait proposé de créer un dinar or qui servirait à acheter des matières premières et qui permettrait un réel enrichissement des pays africains au lieu de vendre le pétrole, le gaz, l'uranium contre du dollar imprimé par la Banque centrale américaine. Kadhafi proposait de vendre les matières premières contre une autre matière première, l'or, qui permettrait finalement aux pays africains de réellement s'enrichir, au lieu de stocker dans leur coffre du dollar qui se dévalue et qui est une monnaie imprimée, certains diront magiquement, par la Banque centrale américaine. Et là encore une fois, on connaît le sort de Kadhafi et c'est le sort de tous les pays qui ont tenté de menacer l'hégémonie du dollar. Et là, quelque part, on voit l'Amérique face à ces nouvelles monnaies qui prennent de l'ampleur, qui sont de plus en plus populaires. On voit l'Amérique ne pas réagir et avoir une espèce de nonchalance ou plutôt d'observation distante de ce que sont en train de faire les crypto-monnaies. Alors, tantôt on a un projet pour interdire ou réguler les crypto-monnaies, mais ça ne va jamais jusqu'au bout. On a des discussions, on a des bruits de couloir, mais on n'a pas d'ordre clair ou de direction claire pour interdire, réguler, accepter ou pas les crypto-monnaies. Et ça m'a toujours interrogé et je pense que cette introduction va rejoindre la conclusion de ce podcast pour l'une des explications possibles qui expliquerait la tolérance assez surprenante des États-Unis d'Amérique, de la Banque centrale américaine vis-à-vis des crypto-monnaies. Tout d'abord, qu'est-ce que la crypto-monnaie ? Il est vrai que je parle de crypto-monnaie, mais j'ai remarqué que par le passé, j'avais souvent des commentaires d'auditeurs qui ne sont pas très familiers ou qui ne se sont pas intéressés au sujet, qui me disent « c'est bien gentil tout ça, mais c'est quoi la crypto ? Je n'y comprends que dalle ». Alors, pour faire simple, la crypto-monnaie est une monnaie numérique qui permet d'acheter des biens ou des services comme une monnaie conventionnelle, qui permet aussi, surtout, d'acheter d'autres monnaies numériques, et c'est à peu près l'usage principal qui en est fait aujourd'hui. C'est plus de la spéculation entre des crypto-monnaies qui s'échangent plutôt que des monnaies qui servent à acheter des services ou des biens. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Il y a des tentatives, mais l'instabilité des crypto-monnaies, l'instabilité du cours fait qu'on ne sait jamais comment acheter avec une monnaie qui monte et qui descend de 10, 20%, 30%, qui est extrêmement spéculative, fait qu'on ne sait jamais quand la dépenser. Donc on va dire que l'aspect utilitaire est quasiment inexistant aujourd'hui et on est essentiellement dans un aspect spéculatif. Mais la grande particularité de ces monnaies, en admettant qu'on puisse les définir comme des monnaies, c'est qu'elles sont totalement décentralisées grâce au protocole blockchain. Une blockchain est un registre numérique public de transactions qui enregistre les informations d'une manière qui les rend infalsifiables. La technologie permet aux individus de traiter directement les uns avec les autres de manière sécurisée. Et c'est ça la révolution blockchain, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de banque centrale. C'est un peer-to-peer system, de pair à pair ou d'individu à individu ou de personne à personne. C'est un échange direct qui fait que l'intermédiaire banque ou banque centrale est supprimé, neutralisé. Et chaque transaction est vérifiée par le réseau étant constitué de plusieurs ordinateurs individuels, et encore une fois sans aucun point central, ce qui rend le système quasi infalsifiable et incontrôlable. C'est un peu ce qu'on a eu aussi dans le domaine de la piraterie informatique avec les torrents.
Il y avait eu à l'époque un grand sujet sur l'interdiction du piratage de la musique, des films, et personne, jusqu'à aujourd'hui, ça fait, je sais pas, 15 ans que ça dure, personne n'a vraiment réussi à interdire le piratage. Pourquoi? Parce que c'est un peer-to-peer system, c'est un système de pair à pair, d'individu à individu, et quelque part, pour neutraliser ce système, il faut neutraliser tous les ordinateurs individuels de la planète. Voilà donc un peu la puissance de la blockchain, c'est que c'est un réseau qui connecte ensemble plusieurs ordinateurs sans aucun point central, et tant qu'il y aura quelques ordinateurs actifs qui vérifient et qui calculent les transactions, la blockchain pourra exister. Et ce n'est pas un phénomène nouveau, même si on commence à entendre parler des crypto-monnaies plutôt vers 2009, 2010, 2011. C'est quelque chose qui existe depuis 1993 et qui a été popularisé par ce qu'on appelle les cypherpunks. À ne pas confondre avec cyberpunk, même si on est tenté de le faire. Les cypherpunks, ça vient du mot cipher, donc en anglais chiffré ou crypté, et punk, que je n'ai pas besoin d'expliquer. Et l'objectif de ces informaticiens libéraux qu'on pourrait qualifier et qui se qualifient eux-mêmes d'anarcho-capitalistes, alors ça fait un peu compliqué, un peu savant, mais anarcho-capitaliste, ça veut tout simplement dire libéral. C'est des gens qui sont convaincus que l'État n'a rien à faire dans nos vies. C'est ça le libéralisme quelque part, c'est que les individus puissent disposer librement de leur vie privée, de leurs affaires, sans que l'État n'ait à leur dire quoi faire, quoi manger, comment se traiter, quels médicaments prendre, etc. Finalement, c'est ça le libéralisme que très peu de gens comprennent. C'est simplement la liberté de l'individu de disposer de sa vie. Et il ne faut pas confondre les anarcho-capitalistes avec les anarchistes. Les anarcho-capitalistes sont simplement des libéraux qui n'ont pas envie d'aller casser des vitrines ou de foutre la merde. Pour eux, l'homme doit être libre et l'État ne doit avoir aucun rôle dans la vie privée des gens. Et pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs manifestes crypto-anarchistes, dont le premier qui a été élaboré par Tim May en 1992. Le manifeste avance que la crypto-anarchie permettra de faire circuler librement les secrets nationaux et que les méthodes cryptographiques altéreront fondamentalement la nature et l'interférence du gouvernement et des grandes sociétés dans les transactions économiques. L'idée est d'utiliser le cryptage sur le réseau d'échange mondial, d'anonymiser les discussions privées, de tout diffuser à tout le monde et de démanteler le fil de fer barbelé qui entoure la propriété intellectuelle. Et j'ai envie de dire que le projet à l'origine est parfaitement louable et il dépasse largement le cadre de la monnaie ou de la crypto-monnaie. C'est un peu dommage qu'aujourd'hui on ait surtout basculé dans de la spéculation qu'autre chose, mais le projet est assez noble, c'est simplement à la base un projet de liberté qui permettrait de créer des plateformes d'échange cryptées, qui permettrait de créer des applications d'échange et de communication cryptées qui ne sont pas centralisées, dans lesquelles on ne pourrait appliquer aucune forme de censure. Et c'est un projet qui est assez fascinant au départ, même si l'usage qu'on en fait aujourd'hui est plutôt perverti. Et ça s'est fini en plateforme d'échange crypto avec des shitcoins créés toutes les semaines, qu'on achète et qu'on vend pour se faire un petit billet. Et personnellement, je n'ai jamais investi dans les crypto-monnaies, je n'ai jamais mis un centime d'investissement dans les crypto-monnaies, mais ce que j'ai fait, comme je suis un curieux, je suis un observateur, j'aime comprendre comment les choses marchent, sans arrogance, juste observer et essayer de me dire mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'ouvrir des comptes sur plusieurs plateformes pour vérifier si ce que les gens me disaient était vrai. Parce qu'on me disait, la crypto, c'est anonyme, c'est la puissance de ce truc, personne ne sait qui tu es, tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux faire ce que tu veux, personne ne te trouvera jamais. On m'a dit c'est décentralisé, il n'y a pas de point central, donc voilà, c'est un peu partout, c'est dans la blockchain, donc personne ne pourra les interdire ou les contrôler. Donc je me suis dit, on va voir ce truc révolutionnaire, comment ça marche. Et je me suis inscrit sur des plateformes, parce que, ou plutôt j'ai ouvert un compte, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc je vais sur Coinbase, la plateforme la plus connue, la plus réputée. J'essaie d'ouvrir un compte, j'avance, on me demande nom, prénom, mail, bon, jusque-là, d'accord.
Et à un moment, on me demande de scanner ma pièce d'identité. Et même plus que ça. On me demande de scanner ma pièce d'identité et de prendre une photo avec ma pièce d'identité à côté pour vérifier que c'était bien moi. Et là, je me dis, niveau anonymat, on peut faire mieux quand même, hein. Même ma banque ne m'a jamais demandé de prendre une photo avec ma pièce d'identité. Donc je me suis dit, Coinbase fait peut-être un peu de zèle, c'est peut-être une plateforme trop institutionnalisée. Essayons autre chose. Donc je vais sur Binance, pareil, nom, prénom, mail, etc. Et j'arrive au même point où il faut scanner sa pièce d'identité. Et là je me dis, c'est pas possible. Deux plateformes, niveau anonymat, on n'y est pas encore. Je vais sur Kraken, une autre plateforme, c'est un peu la plateforme historique. Et là, pareil, la même chose, pièce d'identité. Et ensuite, je vais sur Paxful. Paxful, c'est une plateforme de pair à pair, de particulier à particulier plutôt, et on n'a pas besoin de passer par une plateforme centralisée. C'est des gens qui vendent leurs crypto-monnaies, essentiellement du Bitcoin, et des gens qui achètent. Donc là, sur Paxful, nom, prénom, mail, mais on ne me demande pas ma pièce d'identité. Et je me dis, ah, c'est déjà un peu mieux. Et je fais des petites simulations comme ça, mais je remarque qu'à partir d'un certain montant, et je pense que c'est 2 000 €, on demande la pièce d'identité aussi sur Paxful. Et là, je peux vous dire que je suis tombé des nues parce que, vous savez, des fois, on entend des choses et on a l'impression que c'est vrai tant qu'on ne les a pas vérifiées. Donc tout le monde vous dira, vous demandez à quelqu'un, les crypto-monnaies, c'est anonyme? Oui, oui, c'est anonyme, c'est pas comme les banques, c'est le truc le plus anonyme sur Terre. Et je me dis, mais il n'y a rien d'anonyme là-dedans. Tu scannes ta pièce d'identité pour acheter des cryptos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces plateformes ont décidé de montrer patte blanche et je te garantis que le moment où tu achètes un gros volume, tu as ta carte d'identité qui va au fisc. Parce qu'il faut se dire que toutes ces pièces d'identité, c'est pas pour voir ta photo, c'est pas pour voir ta belle gueule, c'est pour te dénoncer. Rien n'est fait par hasard. Dès que tu es sur une plateforme de crypto, tu es listé automatiquement, tu es dénoncé aux autorités comme quelqu'un qui achète de la crypto. C'est pas innocent. Donc je pense que du moment que tu achètes 50 €, 100 €, 200 €, personne ne s'intéresse à toi. Mais je te garantis que le moment où tu achètes une grosse somme, où tu fais un gros transfert en achat ou en vente, tu as ta pièce d'identité, tu as le scan de ta pièce d'identité qui débarque à Bercy. Ça, pour moi, c'est une garantie. Donc les crypto-monnaies ne sont pas anonymes ou l'achat de crypto-monnaies n'est pas anonyme. Il passe par des plateformes centralisées qui vous dénonceront au moindre écart. Et autre chose aussi, indépendamment des plateformes, la blockchain enregistre toutes les transactions depuis la création du premier token jusqu'au dernier point qu'il a atteint dans l'échange. Donc tous les acheteurs sont enregistrés et répertoriés. Donc j'ai envie de dire, premier point, anonymat, zéro, nul, redoublement demandé, comme dirait l'autre. Ce n'est pas anonyme, ce n'est pas du tout anonyme, c'est aussi transparent que les banques, c'est aussi institutionnel que les banques, et si vous êtes sur une plateforme, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, vous êtes fiché. Ensuite, j'ai continué mon expérimentation et j'ai tenté de vérifier les autres éléments. Donc, on m'a dit que les crypto-monnaies, c'était révolutionnaire, que ça allait révolutionner la façon d'acheter, de vendre. Et je me suis dit, ben, on va tenter, on va tenter. Et j'ai fait l'expérimentation et c'est la seule fois où j'ai acheté de la crypto d'ailleurs, hein, c'était pour faire cette expérimentation. J'ai acheté de mémoire du Bitcoin et c'était sur Binance, du Bitcoin, du Cardano, et peut-être de l'Ethereum, je ne me souviens plus. Oui, je pense que j'ai aussi acheté de l'Ethereum. Et j'ai remarqué une chose, c'est à quel point les transactions étaient lentes. On m'a expliqué que c'était une technologie révolutionnaire et les transactions prennent 20 minutes, 25 minutes, parfois une demi-heure. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu achètes la crypto-monnaie et le moment où elle arrive sur ton wallet, sur ton portefeuille virtuel ou numérique, il peut se passer 20 minutes, 25 minutes. Et dans le cas de l'Ethereum, qui est une plateforme extrêmement lente, je ne sais pas pourquoi on parle de l'Ethereum comme une révolution, l'Ethereum est l'une des blockchains les plus lentes et c'est aussi l'une des plus chères. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des gas fees, des frais de transaction qui servent à alimenter la blockchain. Et plus le système est saturé, plus la blockchain est saturée,
plus les frais de transaction sont élevés. Donc sur la blockchain Ethereum, par exemple, tu peux acheter un truc en Ethereum qui coûte l'équivalent de 50 euros ou 50 dollars et payer 200 dollars de gas fee. Le gas fee, c'est les frais de transaction. Et donc imagine quelqu'un ouvre ou crée un site comme ça pour vendre des produits et que la seule monnaie soit l'Ethereum. T'achètes un truc à 50 balles, tu payes des frais de transaction de 200 balles. Et c'est des frais fixes en fait. Même si tu achètes un truc à 1 million, tu paieras quand même des frais de transaction de 200. C'est une somme qui est fixe de ce que j'ai compris. Vous me direz si je me suis trompé. C'est d'une lenteur phénoménale. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens parlent de révolution? Parce que les transactions Visa ou Mastercard, ça se fait à la vitesse de la lumière. Visa peut prendre en charge 67 000 transactions à la seconde. En termes de technologie, Visa éclate les crypto-monnaies. Je vous le dis très clairement, je ne vois pas où est la révolution de la blockchain. C'est extrêmement lent, c'est cher. Comme ce n'est pas centralisé, si tu fais une erreur, eh bien, tu n'as personne à appeler. Je peux vous dire qu'au moment où j'avais acheté les bitcoins et j'attendais 20 minutes, 25 minutes que ça arrive sur mon wallet, à un moment, tu ne sais pas où est le fric. Il est sorti, c'est dans la blockchain, tu as la transaction qui se fait quelque part dans la blockchain, et 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure plus tard, tu reçois le fric. Mais tu peux te dire, si je ne le reçois pas, qu'est-ce qui se passe? À qui tu vas te plaindre? À qui tu vas parler? En fait, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que dans la blockchain, quand quelque chose ne marche pas, ou si tu as fait une erreur de wallet, c'est souvent ça, en général c'est assez fiable, mais tu peux avoir fait une erreur de saisie ou une erreur dans le copier-coller, tu l'envoies au mauvais wallet ou à la mauvaise adresse, eh bien tu ne reverras plus jamais ton argent, et même si tu te fais voler ou pirater, tu ne reverras plus jamais ton argent, parce que le système n'étant décentralisé, il a l'avantage et l'inconvénient du système décentralisé. C'est-à-dire que on ne sait pas qui t'a arnaqué. On a juste une adresse, comme ça c'est un wallet, qui peut être créé sous un nom anonyme. Personnellement, moi je ne sais pas comment faire, je suis comme 99% des gens, je dépends des plateformes Binance, Coinbase, etc. Mais peut-être que les plus érudits ont des moyens de faire ça. Et je sais qu'il y a eu des vols de sommes phénoménales, des wallets, des portefeuilles piratés et des gens qui ont perdu leur argent sans ne jamais pouvoir le récupérer. Et c'est un peu le problème et la limite quelque part, autant de la blockchain, des crypto-monnaies et des smart contracts, parce que beaucoup de gens disent « Ah oui, mais l'intérêt des crypto-monnaies, c'est pas vraiment les monnaies. Le cryptage va surtout servir à mettre en place les smart contracts, les contrats du futur qui seront quelque part des actes notariés, par exemple, qui serviront pour les ventes immobilières sans passer par un notaire. La blockchain sécurisera la vente. Mais le problème de ces contrats, c'est qu'ils ne peuvent plus être modifiés. Et il y a déjà eu des problèmes sur la blockchain Ethereum où il y a eu une erreur d'écriture à l'élaboration du contrat. Ça peut être, je ne sais pas, un exemple, une erreur sur la somme. Tu rédiges un contrat, tu le mets sur la blockchain, il y a une erreur sur la somme, sur le montant de la vente, par exemple. Dans le monde normal, tu peux créer ce qu'on appelle un avenant. Tu peux modifier le contrat original parce qu'on est entre humains, on peut discuter, on peut altérer, on peut changer, on est des humains, donc on est flexible à ce sujet. Sauf que la blockchain ne connaît pas la flexibilité. Une fois que le contrat est dans la blockchain, c'est fini. Tu ne peux plus le changer, c'est terminé. Il faudra que tu génères un nouveau contrat. Et ça pose vraiment problème parce que on devient esclave de la blockchain qui n'est pas du tout flexible en termes de création d'avenants, de modifications et en termes de sécurité. Parce que lorsqu'on dit c'est sécurisé, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs quand tu envoies de l'argent, quand tu fais des transferts, tu fais une erreur en tapant l'adresse ou en tapant le numéro de compte bancaire. Dans un système centralisé, tu appelles ta banque, tu dis j'ai fait une erreur, et en général, tu as une assurance. Tu as l'assurance Visa, tu as l'assurance bancaire. En général, j'ai jamais eu de ma vie un problème avec ma banque, et quand j'ai eu des problèmes, par exemple un retrait que je n'ai pas fait, admettons 300 euros, et je vois ça sur ma fiche, sur mon relevé bancaire, et j'ai jamais retiré 300 euros, j'appelle ma banque, je donne la date de quand ça s'est passé, ils font leur petite recherche et ils me remboursent, sans discuter. Du moins au Royaume-Uni. Je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais en tout cas, l'efficacité du système bancaire au Royaume-Uni est assez impressionnante.
On ne m'a jamais posé de questions de pourquoi, de comment. J'ai appelé, on m'a piqué 300 balles, ils ont fait leurs recherches, ils m'ont pas posé une seule question et ils m'ont recrédité les 300 livres sterling. Ça, dans le monde de la crypto, ça n'existe pas. Donc je vous avoue que suite à cette petite expérimentation, je suis un peu tombé de haut parce que tout ce qu'on m'avait raconté, quelque part, ne fonctionne pas vraiment dans la vie réelle. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est juste une mode et surtout un système assez lent, assez lourd et assez archaïque qu'on ne pourra jamais mettre en place tel qu'il est? Parce que vous aurez noté que le premier challenge, la première mission des crypto-monnaies a déjà échoué parce que ça devait être des monnaies. Le problème, c'est que ces monnaies ne sont pas stables. Comment tu dépenses du Bitcoin ou comment tu vends quelque chose ou un service en Bitcoin, sachant que le Bitcoin prend 10% en une nuit, il perd 30% la semaine d'après, il reprend 15%. Comment tu arrêtes un prix en Bitcoin? C'est quasiment impossible. Et en plus, comme c'est quelque chose qui est limité et qui s'apprécie, les gens ne veulent pas le dépenser. Personne ne veut dépenser son Bitcoin. Faut être con pour le dépenser. Si le truc il est si rare que ça, et s'il monte, pourquoi tu vas acheter un livre, des chaussures, des sandales en Bitcoin? Donc finalement, l'objectif monnaie est raté. Personne n'utilise le Bitcoin ou l'Ethereum comme monnaie. Certains proposent de payer en Bitcoin ou en Ethereum, mais vous remarquerez que personne ne le fait. Un, parce que on ne sait pas ce que vaut le Bitcoin ou l'Ethereum. Tu vas le dépenser aujourd'hui, demain il va prendre 30%, tu vas dire merde, j'aurais dû le garder. C'est extrêmement lent, surtout si tu payes en Ethereum. Alors là, l'Ethereum, c'est un truc, je sais même pas comment ce truc est devenu célèbre. C'est assez archaïque. Et il y a une autre blockchain qui fait beaucoup de bruit en ce moment, qui a été créée par Charles Hoskinson et qui s'appelle Cardano, dont le token est le ADA. Charles Hoskinson, qui était d'ailleurs le cofondateur d'Ethereum. Et Cardano a la particularité de proposer la même chose qu'Ethereum, mais avec des gas fees, des frais de transaction beaucoup moins élevés, une vitesse beaucoup plus grande, et c'est quelque part un Ethereum plus performant. Et le seul avantage d'Ethereum aujourd'hui par rapport à Cardano, c'est simplement le temps. C'est qu'Ethereum a été développé plusieurs années avant Cardano. Mais sinon, dans le principe, Cardano devrait éclater en performance Ethereum. Après, la question c'est, est-ce que tous ceux qui ont commencé à développer sur la blockchain Ethereum vont basculer sur Cardano? C'est une vaste question. Mais en tout cas, l'objectif monnaie est raté parce que ces crypto-monnaies sont spéculatives et un truc qui fait plus 10, moins 10, plus 30, moins 30% en 24 heures, ça ne peut pas être une monnaie. Il n'y a que ce qu'on appelle les stablecoins, qui sont des monnaies relativement stables, des crypto-monnaies stables qui varient entre 0,98 ou 0,97 dollars et 1 dollar 0,5, 0,7. Eh bien, ça peut éventuellement devenir des monnaies parce qu'elles sont stables, mais en même temps, elles sont toutes indexées sur le dollar. Et je me dis, quel intérêt? Tous les stablecoins sont indexés sur le dollar. Et Tether, d'ailleurs, que tout le monde considère comme une bombe dans le sens où il y a peut-être un truc qui se cache derrière, il y a peut-être le prochain Madoff derrière Tether, parce que Tether, c'est l'endroit où tout le monde va pour planquer les bénéfices qu'ils ont faits en vendant des bitcoins ou des Cardano ou de l'Ethereum. Pour ceux qui ne comprennent pas très bien, Tether, c'est un stablecoin, donc c'est une crypto-monnaie qui est stable, qui n'évolue pas beaucoup. Et la promesse de Tether, c'est que pour chaque Tether créé, l'entreprise achète 1 dollar. Et encore une fois, c'est assez marrant. C'est quoi ces crypto-monnaies qui promettent l'indépendance des monnaies fiduciaires et qui sont complètement indexées sur le dollar, qui est la monnaie fiduciaire par excellence? Là, j'avoue que c'est encore une fois un objectif raté, parce qu'une monnaie indépendante indexée sur le dollar, ça m'a toujours fait rire. Mais ce qui se passe, c'est que Tether est quand même considéré comme une crypto-monnaie. Donc, quand les gens font
du bénéfice en vendant du Bitcoin, il transfère cet argent en Tether parce que Tether, c'est un peu la stabilité, ça ne bouge pas. Et l'avantage, c'est que comme c'est une crypto-monnaie, c'est pas encore taxé. Si tu transfères, admettons, tu as fait 10 000 euros de profit, de bénéfice en vendant du Bitcoin, si tu transfères ça sur ton compte bancaire, le fisc te tombe sur la gueule immédiatement. C'est des bénéfices, donc c'est taxé. Et tu vas être taxé à, je sais pas, en France, 40%, 45%, 50%, en fonction de la tranche d'imposition dans laquelle tu te trouves. Donc ce que font les gens pour ne pas être taxés, ils transfèrent tous leurs profits faits sur les crypto-monnaies sur Tether. Et Tether est stable, donc si tu as fait 10 000 $, tu devrais retrouver à peu près tes 10 000 $. Et ensuite, en général, ils se barrent dans des paradis fiscaux, ou à Dubaï par exemple, où il n'y a pas d'imposition sur le revenu, et ils engrangent leurs bénéfices dans ces pays-là. Sauf qu'il y a beaucoup de suspicions autour de Tether, et beaucoup de gens se disent, si tout le monde essaye de récupérer ces dollars en même temps, est-ce qu'il y en aura assez? Parce que certaines enquêtes ont prouvé que Tether n'avait pas l'équivalent en dollars de ce qu'ils vendent en crypto-monnaie. Il n'y a pas $1 pour un Tether. Et c'est comme une pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que tant que tout le monde n'essaye pas de récupérer son argent en même temps, il n'y a pas de problème. Mais si tout le monde, en raison d'une panique X, une régulation, une loi qui sort pour interdire les crypto-monnaies ou pour taxer les crypto-monnaies, si tout le monde veut sortir son argent en même temps, est-ce qu'il y en aura assez? Est-ce que Tether n'est pas dans une pyramide de Ponzi où on a par exemple 30% de l'équivalent en dollars de ce que vaut réellement Tether? Et beaucoup de gens disent, est-ce que Tether n'est pas la prochaine bombe? Est-ce que Tether n'est pas une bombe à retardement qui va exploser le jour où tout le monde voudra sortir des crypto-monnaies? Et personnellement, je pense que cette histoire ne finira pas très bien. Il y a beaucoup trop de spéculations autour des crypto-monnaies. Il y a très très peu de raisons. Il y a beaucoup de gens qui y vont sans vraiment savoir comment ça marche, sans vraiment savoir ce qu'ils achètent. Ils ont entendu que c'était anonyme, ils ont entendu que c'était l'avenir, ils ont entendu que peut-être un jour ça ferait fois 100, fois 1000, mais lorsqu'on rentre dans le détail des crypto-monnaies, lorsqu'on essaye d'acheter, de vendre, lorsqu'on voit le côté pratique des crypto-monnaies, on se rend compte que c'est d'un archaïsme incroyable. Quand je compare le système Visa, qui est quelque part la première forme de monnaie numérique, la compagnie Visa qui a été créée en 1958 quand même, en Californie, aux États-Unis. Visa a plus d'un demi-siècle d'avance sur les crypto-monnaies et fonctionne mieux que les crypto-monnaies. Visa éclate en termes de vitesse. Les transactions se font à la vitesse de la lumière. C'est pas 20 minutes, 25 minutes, 1 heure ou parfois 24 heures comme dans le cas de l'Ethereum. Visa, c'est des transactions à la vitesse de la lumière. C'est 67 000 transactions à la seconde. C'est d'une fiabilité incroyable. Et quelque part, je suis un peu dubitatif lorsqu'on me parle de la révolution crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'un demi-siècle plus tard, ça ne fait pas mieux que le système Visa, qui est déjà un système de paiement numérique qui fonctionne formidablement bien. Et voilà un peu pourquoi je suis dubitatif vis-à-vis des crypto-monnaies, parce que, ce n'est pas anonyme. Vous m'expliquerez si j'ai raté un truc, mais les plateformes qui vous demandent de scanner votre pièce d'identité et la blockchain qui enregistre toutes les transactions depuis la création du premier bloc, si pour vous, ça c'est anonyme, il y a quelque chose que j'ai pas compris. 2, elles ne sont pas décentralisées parce qu'aujourd'hui, il faut passer par les plateformes Coinbase, Binance, Kraken, Paxful. Donc, il n'y a rien de décentralisé là-dedans. Peut-être Paxful, je vous accorde le bénéfice du doute, Paxful est, plus ou moins décentralisé, c'est un système hybride entre les deux. C'est de particulier à particulier, mais c'est quand même centralisé et sécurisé par la plateforme. Donc lorsque 99% des transactions passent par des mastodontes comme Coinbase et Binance ou Kraken qui ont toutes vos informations, vos pièces d'identité, votre nom, votre prénom, votre mail, votre adresse, expliquez-moi où est la décentralisation. 3, l'objectif monnaie est déjà raté. Aujourd'hui, on est plus dans de la crypto-spéculation que dans de la crypto-monnaie, parce que personne n'achète sa baguette de pain en crypto-monnaie, personne n'achète des baskets en crypto-monnaie, personne n'achète des services en crypto-monnaie, parce que c'est lent, parce que c'est cher, parce que c'est pas fiable,
parce que le cours monte et descend toutes les 10 minutes. Donc l'objectif monnaie est complètement raté. Et quelque part, la question ultime que je me pose, c'est quel est l'avantage de ces crypto-monnaies par rapport à un système comme le système Visa? Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Et là, je ne parle pas aux aficionados de la crypto ou aux crypto-punk ou aux cyberpunk ou aux cypherpunk qui sont des mordus de la technologie et qui aiment la technologie pour la technologie. Ça aussi, je le comprends et je le conçois. Il y a beaucoup de geeks qui s'en foutent complètement du côté pratique. Ils sont dans la théorie et ils observent ce truc comme quelque chose de magique avec énormément de potentiel, comme l'avenir. D'accord, ça je le comprends. Mais là, tu es dans la théorie. T'es dans la passion de l'informatique, la passion de l'objet technologique, la passion de la technologie d'une façon générale, ça je le conçois. Par contre, il faut faire la différence entre la passion de la technologie et le côté pratique. Et ce n'est pas parce que quelque chose est une technologie formidable que ça sera forcément utilisé. Il y a plein de technologies formidables qui sont tombées à l'eau. Ça arrive. Pourquoi ? Parce que le côté pratique n'y est pas. Pour qu'une technologie fonctionne, il faut qu'elle soit, un, révolutionnaire, et deux, pratique. Et je vais vous donner un excellent exemple dans le domaine. Il y avait une époque deux projets concurrents dans le domaine du ferroviaire. Il y avait le TGV et il y avait l'aérotrain. L'aérotrain, technologiquement, éclatait le TGV dans tous les sens du terme. C'était un truc sur coussin d'air, donc pas de frottement, une vitesse de pointe phénoménale pouvant atteindre 400 km/h. Et c'est un projet qui avait été développé en même temps que le TGV, vers 1974, je dirais entre 70 et 74. Et finalement, ce projet, l'aérotrain, qui était sur le papier technologiquement en avance sur le TGV, quelque part n'a jamais été retenu. Et finalement, c'est le TGV qui roule sur des rames ou sur des rails conventionnels qui a été retenu. Et vous allez me dire, pourquoi ? Pourquoi quelque chose de technologiquement supérieur a été abandonné? Eh bien, le problème de l'aérotrain, c'est qu'il fallait qu'il fonctionne sur des viaducs en béton, qu'il fallait bien sûr construire, qu'il était impossible de reprendre les tracés ferroviaires du passé parce que c'est un nouveau système et qu'il fallait construire et développer sur tout le territoire français de nouvelles structures en béton. Le béton, qui est un matériau qui demande beaucoup d'entretien, qui n'a pas une durée de vie illimitée, ça va durer 50, 70, 100 ans, mais il faudra réparer, passiver les aciers qui commencent à devenir apparents, réparer le béton qui s'effrite. C'est un coût d'entretien phénoménal. Si on équipe toute la France en aérotrain, le projet aurait été un gouffre financier. Alors que le TGV proposait de pouvoir reprendre des tracés ferroviaires existants, ça nécessiterait de développer le network, le réseau ferroviaire existant, d'ajouter des lignes, mais sans fondamentalement changer le territoire. Ça roule sur le sol, donc il n'y a pas d'énormes structures béton à entretenir à part les ponts et les viaducs. Donc le TGV, même en étant technologiquement inférieur à l'aérotrain, était beaucoup plus pratique. Et aujourd'hui, la comparaison que je fais entre les crypto-monnaies et le système Visa, c'est exactement la différence entre l'aérotrain et le TGV. Les crypto-monnaies sont peut-être technologiquement supérieures au système Visa et au système bancaire conventionnel. Elles sont très compliquées à mettre en place et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles sont restées dans le domaine de la spéculation. On achète, on vend, c'est le jean à une jambe de Jacques Attali. On achète, on vend, on achète, on vend, mais on ne fait rien avec. Et quelque part, ça fait 10 ans qu'on dit les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Vous savez, Internet a été créé ou a été rendu public en 1995. En 2005, Internet avait changé le monde. Les crypto-monnaies existent depuis, je ne sais pas, 2009, 2008, 2009, et la technologie blockchain déjà depuis 1993, et on dit encore c'est l'avenir. Tu vois, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on est encore là, c'est l'avenir, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Et je me dis, mais est-ce que dans 20 ans, on ne dira pas encore c'est l'avenir? C'est un peu la question que je me pose. Et l'une des pistes qui pourrait nous donner un avenir possible des crypto-monnaies,
C'est ce que la Banque d'Angleterre est en train de faire. La Banque d'Angleterre est officiellement en train de travailler sur une monnaie numérique, et pas que la Banque d'Angleterre, hein, la Banque centrale européenne, la Banque de Chine, la Banque du Japon certainement, sont aussi, sans oublier la Fed, la Banque centrale américaine, sont aussi en train de travailler sur des projets de crypto-monnaies, mais qui cette fois seront nationales et centralisées. Mais ce qui est inquiétant, c'est pas le concept de monnaie numérique, parce que je vous l'ai dit, la monnaie est déjà numérique, hein, le système Visa, c'est déjà une forme de système numérique, mais c'est ce que ces monnaies permettront de faire. Et là, je reprends un article de Tim Wallace, je vous le mettrai en description de cette vidéo. Bank of England tells ministers to intervene on digital currency programming. La Banque d'Angleterre demande aux ministres d'intervenir au sujet des monnaies digitales programmables. Et quel est le projet derrière ? Eh bien, c'est qu'on associe à cette monnaie digitale une information. Et le but ultime sera de pouvoir programmer la monnaie de façon à vous permettre d'acheter certaines choses et de ne pas pouvoir acheter d'autres choses. Je vais vous donner un exemple de l'un des projets qui est en cours. Eh bien, par exemple, les aides sociales. Cette monnaie numérique de la Banque centrale britannique vous payera, admettons, vos aides sociales. C'est assez maigre en Angleterre, mais ça existe quand même. Eh bien, on pourra programmer cette monnaie de façon, et la demande c'est celle-là, le projet c'est celui-ci, on pourra programmer cette monnaie de façon à ce que ça vous permette d'acheter des aliments, mais pas autre chose. On va programmer la monnaie que vous allez recevoir des aides sociales pour que vous puissiez acheter du lait, du pain, des produits de première nécessité. Mais par exemple, si vous voulez acheter une PlayStation, la transaction ne passera pas parce que cette monnaie est programmée uniquement pour pouvoir acheter des produits de première nécessité parce que c'est l'argent des aides sociales. La monnaie de votre salaire, par exemple, sera programmée pour que vous puissiez acheter tout ce que vous voulez. Et c'est la première fois de l'histoire, et c'est ça l'innovation par rapport au système Visa, par rapport au cash, c'est que le token, la monnaie digitale, permet pour la première fois de l'histoire d'associer à la monnaie une information. Jusqu'à présent, ça n'a jamais existé. Lorsqu'on avait de la monnaie digitale en forme ou sous forme de carte Visa ou de carte bleue, on pouvait acheter tout ce qu'on voulait tant qu'on avait de l'argent. Lorsqu'on avait du cash, on pouvait acheter tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas des billets pour acheter du lait et des billets pour acheter un téléphone portable. Eh bien, cette ère de liberté est peut-être révolue et je pense que la Banque d'Angleterre est le précurseur dans ce domaine et je pense que ce qui se passe en Angleterre va se passer dans le monde, en Chine et en Europe, c'est que la Banque centrale va émettre de l'argent qui sera programmé pour qu'on puisse acheter tel type de produit. Admettons par exemple la dictature de l'économie verte fera que on ne pourra acheter que des produits bio et les autres produits, la transaction ne passera pas parce que tu as une crypto-monnaie qui est programmée uniquement pour acheter des produits bio. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose dans l'absolu, mais je ne sais pas si on pourra tous et si on aura tous les moyens de consommer bio. Tout dépend du prix. Mais voilà un peu ce que j'ai découvert dans cet article qui est assez incroyable parce que je ne pense pas avoir entendu ça ailleurs. C'est que le projet qui est en train de se préparer, peut-être, je ne sais pas si ça ira au bout, c'est que le token ou la tokenisation de l'économie va permettre pour la première fois de l'histoire de l'humanité d'associer à l'argent une information. Et je vois très bien ça être utilisé dans le cadre des aides sociales. Je ne sais pas si dans l'absolu c'est une mauvaise chose. Pour être honnête, quand tu reçois des aides sociales, c'est que tu es dans le besoin et tu dois acheter des produits de première nécessité. Tu dois t'alimenter, tu dois éventuellement acheter des vêtements, mais les aides sociales, pour moi, ne devraient pas servir à acheter des PlayStation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens au RSA qui vont utiliser les 500 € du RSA pour acheter la PlayStation 5 ou je ne sais quelle autre console. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Si tu peux te permettre d'acheter une console de jeux vidéo à 500 €, c'est que tu n'es pas dans la misère. Je suis désolé de te le dire. Et si ce projet se met en place, on verra deux choses. Le premier, c'est que si la banque centrale émet directement sa monnaie et la distribue, les banques de détail vont peut-être disparaître. Ça sert à quoi d'avoir une banque intermédiaire si la banque centrale est en communication directe avec nous? La monnaie est créée, elle est envoyée aux citoyens,
ou aux entreprises, à quoi servent les banques de détail. Donc, on va dire que les métiers associés aux banques de détail sont en danger si les banques centrales prennent la main sur la production monétaire. On ne sait pas si ça se fera ou pas. Les banques centrales ont toujours quelque part préservé les banques de détail pour faire l'intermédiaire et pour justement distribuer et gérer les crédits bancaires, les prêts immobiliers. Les banques centrales n'ont pas le temps et n'ont pas les moyens de faire ça. Si une banque centrale commence à gérer le prêt immobilier de Madame Michu, on n'est pas sorti de l'auberge. Elles n'ont pas le temps de faire ça, elles n'ont pas la compétence de faire ça. Donc peut-être que les banques de détail seront épargnées, mais en tout cas elles sont en risque dans leur forme actuelle, dans leur état actuel. Et la deuxième chose, la deuxième innovation, qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'argent sera associé à une information. Et donc les gouvernements, les États pourront contrôler ce qu'on peut acheter avec notre argent et ce qu'on ne peut pas acheter. Et ça, en termes de liberté, c'est une bombe. Parce que, j'ai envie de dire, sur le sujet des aides sociales, je m'en fous un peu. Je pars du principe que si tu touches des aides sociales, t'es pas indépendant. Tu dépends de toute façon de l'État. Les gens qui parlent de liberté en touchant des aides sociales, vous n'êtes pas raisonnable. Quand tu touches des aides sociales, tu es dépendant de l'État. Quand tu gagnes ta vie seul par ton travail, tu peux parler de liberté. Mais quand tu dépends de l'État tous les mois pour acheter du lait, du pain, je suis désolé, t'es pas un homme libre. T'es un vassal, t'es soumis à l'État, t'attends que l'État te verse tes quelques centaines d'euros pour pouvoir exister. Donc, si l'État qui verse les aides sociales tokenise ces aides sociales pour que on ne puisse pas les dépenser pour acheter de la drogue, des consoles de jeux vidéo et des choses qui ne sont pas essentielles, ça me traumatise pas. Par contre, si on tokenise les revenus ou l'argent des gens qui gagnent leur vie honnêtement, ça, en termes de perte de liberté, c'est phénoménal. Parce qu'après, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si l'État commence à programmer l'argent pour qu'on puisse acheter X ou Y produits, vous imaginez un peu les dérives. Si l'État veut boycotter une entreprise, eh bien, elle programme la monnaie pour qu'on ne puisse plus acheter les produits de cette entreprise et l'entreprise coule. Les banques centrales jouent déjà à Dieu aujourd'hui. Demain, avec la monnaie programmable, c'est pas Dieu, il faudra trouver un truc au-dessus. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus, mais ça dépasse le pouvoir divin. Et on vivra dans un monde où tu pourras avoir de l'argent sur ton compte, de l'argent que tu as gagné durement et honnêtement, mais argent avec lequel, si l'État a décidé de le programmer pour X ou Y raison, tu ne pourras acheter que certaines choses que l'État t'aura autorisé à acheter. Et voilà pour moi une conclusion possible, et c'est avec ça que j'avais commencé ce podcast. Je vous avais dit, mais pourquoi les États sont aussi laxistes, sont aussi permissibles vis-à-vis de ces crypto-monnaies qui sont en réalité un danger pour la survie des monnaies fiduciaires, du dollar, de l'euro, du yen, du yuan chinois? Eh bien, je me dis quelque part que les États sont peut-être en train de nous laisser jouer avec les crypto-monnaies pour qu'on s'y habitue, et que au moment où les crypto-monnaies nationales seront introduites, où les monnaies numériques nationales seront introduites, eh bien, il n'y aura quasiment pas de résistance parce qu'on aura été habitué pendant des années à jouer avec des crypto-monnaies. Si on n'avait pas autorisé le Bitcoin et l'Ethereum à avoir cours légal et à se vendre, et que l'État était arrivé directement en disant « le cash c'est fini, voilà les crypto-monnaies nationales, vous ne pourrez plus faire de transactions en billets, vous êtes tous appelés à vous déplacer à votre banque et à rendre vos billets », il y aurait eu une révolution. Passer directement comme ça du cash à la monnaie numérique de la banque centrale, je pense que les gens n'auraient pas accepté. Sauf que si on a amadoué les gens, qu'on leur a permis de jouer au casino, et c'est un peu ce que sont les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est un casino, hein. Je ne vois aucune utilité pratique à la crypto-monnaie. Je vais sortir dans quelques minutes ou dans une demi-heure, on est dimanche au moment où j'enregistre ce podcast, et je vais sortir faire des courses dans le monde réel, dans le monde concret. Eh bien, la crypto, moi je la vois pas, hein. Je sais pas à quoi ça sert.
Dans le monde concret, dans le monde réel, dès qu'on sort d'Internet, dès qu'on sort de la micro-spéculation sur les plateformes Binance et Coinbase, la crypto, depuis 10 ans que ça existe, dans le monde réel, ne sert absolument à rien. C'est un casino. Et je me dis que ce casino sert peut-être, depuis 10 ans, à nous habituer, à nous entraîner quelque part à l'avènement des monnaies numériques. Et lorsque les monnaies numériques des banques centrales à l'horizon 2024 ou 2025 seront introduites, eh bien, ça sera pour nous une normalité parce que notre génération aura joué pendant quasiment 15 ans avec les crypto-monnaies, avec ce jean à une jambe, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, avec les hausses, les baisses, les crashs, les spéculations en tout genre, les NFT, les JPEG numériques, toutes ces dérives qu'on voit actuellement dans le monde numérique, qui ne concernent pas du tout le monde réel. Eh bien, je me dis peut-être que tout ça, c'est quelque part des enfants qui jouent dans la cour, qui sont observés par Big Brother, qui sont observés par le grand frère ou par le papa, c'est les gamins qui jouent dans la cour, et à un moment, il y a quelqu'un qui va sonner la récré et qui va dire, ben c'est bon là, on vous a laissé jouer, ça fait 15 ans, vous savez comment ça marche, ben maintenant on va introduire le dollar, la livre sterling, le yen, le yuan numérique, ça sera programmé par les banques centrales, vous en aurez autant qu'on voudra bien que vous en ayez, vous les dépenserez comme on vous dira que vous les dépenserez en fonction des besoins économiques. Vous ne pourrez plus cacher un seul centime parce que chaque transaction sera enregistrée dans la blockchain depuis la création du premier euro ou de la première livre sterling numérique jusqu'à son cheminement final. Donc les paiements au noir, le cash sous la table, tout ça sera fini, ça ne sera plus possible. Le moindre centime sera déclaré au fisc. On pourra aussi programmer la monnaie pour qu'elle soit taxée, au lieu que ce soit le marchand qui taxe la TVA, puis qui la récupère, etc. Eh bien, ça sera automatiquement la banque centrale qui, dès que tu dépenses, taxera les 20% de TVA. Donc, tu achètes un truc à 100 euros et tu dépenseras 120 euros. La taxe ira directement à l'État parce que la monnaie programmée permettra de faire ce genre de choses. On pourra automatiquement saisir ton argent. Quelque part, ça sera le contrôle total et absolu des banques centrales sur le moindre centime en circulation. Et voilà l'utilité incroyable pour les gouvernements de la crypto-monnaie, de la monnaie numérique, c'est que plus aucun centime n'échappera à l'État. Et à mon avis, c'est ça qui est en train de se passer et tous les gens qui jouent aux crypto-monnaies sont actuellement en train de préparer cet avenir pour le système. C'est pour ça que le système est très clément et très tolérant vis-à-vis de ces crypto-monnaies, mais je pense qu'à un moment, on va sonner la récré. Je ne sais pas quand ça arrivera. 2023, 2024, j'entends beaucoup la date de 2024. Christine Lagarde en a parlé. La Banque Centrale Européenne travaille sur sa monnaie à l'horizon de mémoire 2024 ou 2025. Donc c'est pour dans pas très longtemps, on va dire. Et quid de l'avenir des autres crypto-monnaies? Eh bien, je suis convaincu que un monde ne peut pas exister ou une économie ne peut pas exister sans économie parallèle. Ça ne s'est jamais fait et ça ne peut pas se faire. Il est indispensable, même pour les États, que l'économie parallèle continue d'exister. Pour des questions de services secrets, pour des questions d'espionnage, il faut qu'une monnaie illégale ou qu'un moyen illégal de payer continue d'exister. Et c'est peut-être le seul avenir possible pour les cryptos type Bitcoin, Ethereum, mais plus Bitcoin qu'Ethereum, parce qu'Ethereum est centralisé, elle appartient à quelqu'un, il y a un créateur de l'Ethereum. Le Bitcoin, la force du Bitcoin, c'est qu'on ne sait pas qui l'a créé. Et je pense qu'il subsistera comme un moyen illégal de paiement. Dans ce monde du contrôle absolu, dans ce monde où la banque centrale contrôlera le moindre centime dépensé, eh bien, les trafiquants, les services secrets, les politiciens, tous les magouilleurs en tout genre qui voudront passer sous le radar, eh bien, continueront à trafiquer ou à traficoter sur la blockchain Bitcoin. Et je pense qu'il y aura une forme de crypto-monnaie illégale qui continuera à vivre ou à vivoter à côté ou en parallèle
des crypto-monnaies nationales. Parce qu'une économie ne peut pas vivre uniquement sur le légal. C'est quasi impossible, ça serait trop beau. Il faut qu'un marché parallèle, qu'un marché noir continue à exister. Et voilà pour moi, quelque part, l'avenir du Bitcoin. Ça sera jamais une monnaie nationale. Ça sera une monnaie qui permettra les évasions fiscales, les trafics en tout genre, permettra aux États de financer des opérations obscures, comme ça a été le cas au Moyen-Orient. Il y a toujours eu des caisses noires, des valises, de l'argent qui passait sous les radars. Ça continuera d'exister parce que c'est vital pour les États. Et voilà ce que nous raconte cet article de Tim Wallace, que je vous mettrai encore une fois dans la description de cette vidéo. Ça nous explique un avenir possible sur lequel la Banque d'Angleterre est en train de travailler. Un avenir assez inquiétant si vous êtes un libre, un libéral comme moi. L'idée du contrôle absolu des États sur la monnaie n'est pas un projet qui me passionne ou qui m'excite. L'idée qu'on pourra par exemple acheter une baguette de pain mais qu'on ne pourra pas investir l'argent, c'est aussi une possibilité. Pour stimuler l'économie, l'État dira « Bon, à partir de maintenant, l'argent est programmé pour acheter des biens, mais vous ne pourrez pas l'épargner ou vous ne pourrez pas l'investir sur les marchés. Et si vous ne le dépensez pas, l'argent est programmé pour perdre 10% de sa valeur toutes les semaines. » On pourrait très bien imaginer, pour stimuler l'économie, une mesure d'urgence de l'État. Et ça, c'est terrifiant. L'idée qu'un mec à la Banque centrale pourra programmer la monnaie pour faire ce qu'il veut, ou pour en faire ce qu'il veut, ou pour dicter nos façons et notre façon de consommer, est assez terrifiante. Mais je dirais à suivre, vous savez, les prédictions, très peu de prédictions se réalisent telles qu'on les a imaginées. Parfois, c'est souvent un monde hybride entre les deux qui se passe. C'est souvent différentes réalités, différents mondes possibles qui convergent vers une forme de consensus. Et l'avenir, c'est souvent ça, c'est souvent un consensus de possible. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a prédit ne s'est pas passé. L'Armageddon, la Troisième Guerre mondiale, la guerre civile, très peu de prédictions se sont réalisées. Et ce qui s'est passé, en réalité, c'est souvent une espèce de consensus de plusieurs idées, une convergence de plusieurs futurs possibles qui va amener à ce futur réel. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est passionnant, c'est un sujet qui me passionne parce que quelque part, au travers de la crypto-monnaie, on arrive à se poser des questions géopolitiques, on arrive à se poser des questions qu'on ne se serait jamais posées. Les gens qui ne se sont jamais intéressés à l'économie commencent à s'y intéresser au travers des crypto-monnaies, via les crypto-monnaies. Donc finalement, je me dis que si la crypto-monnaie amène des gens à s'intéresser à l'économie et à se poser de vraies questions essentielles, quelque part, ça aura un peu rempli son rôle. Ou du moins, au milieu de toute cette spéculation inutile, la crypto-monnaie aura au moins eu la qualité de nous pousser à nous interroger et de questionner l'avenir de la monnaie, l'avenir de ce que sera l'argent et l'avenir du monde d'une façon générale. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous mettrai plein de liens dans la description de cette vidéo. Vous trouverez une timeline qui vous permettra de sauter d'un sujet à l'autre si vous n'êtes pas intéressé par tous les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo. Je vous mettrai mon lien vers Patreon, qui est une plateforme de financement participatif. Si vous aimez ce que je fais, vous pourrez y contribuer via Patreon et accéder à plus de 110 podcasts exclusifs que je n'ai jamais diffusés ailleurs et que je n'ai diffusé nulle part ailleurs. Et je vous mettrai aussi le lien vers l'article que j'ai cité dans ce podcast, l'article de Tim Wallace, qui est en anglais, mais faites un copier-coller sur Google Translate pour ceux qui ne parlent pas du tout, et vous arriverez à avoir quelques informations très utiles, un article passionnant qui soulève une question dont on ne parle pas, qui est la monnaie programmable ou la programmation possible que feront les États des futurs projets de monnaie numérique. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.